Pour moi, qu'est-ce que c'est que l'autorité politique ? De manière simple, je dirais l'autorité politique, c'est le pouvoir de décider, de commander et d'imposer ses décisions à autrui. Et ce droit de pouvoir commander et d'être obéi, ça implique 3 éléments constitutifs de l'autorité. D'abord, la légitimité de l'autorité. La légitimité de l'autorité, et on a vu d'ailleurs hier qu'il y avait plusieurs principes de légitimité à la base de l'autorité. On peut avoir une légitimité d'ordre religieuse, et on a parlé beaucoup de la légitimité d'ordre charismatique, on peut avoir une légitimité plus normative, rationnelle, légale, diraient certains. Donc il y a plusieurs principes de légitimité. Le deuxième élément, c'est le pouvoir, le commandement. Et là, il y a plusieurs systèmes de pouvoir. Comme il y a plusieurs systèmes de légitimité, il y a plusieurs systèmes de pouvoir. Ce peut être, si l'on prend les démocraties, une démocratie présidentielle ou semi-présidentielle à la française. Ce peut être une démocratie parlementaire. Ce peut être un État unitaire. Ce peut être, comme nos voisins allemands, un État fédéral. Donc il y a plusieurs systèmes de pouvoir, plusieurs principes de légitimité. Et puis, il y a l'obéissance, le consentement. Et en préparant ce débat, j'ai retrouvé un mot d'un ancien ministre de l'Intérieur, les plus aînés l'ont connu, de Valéry Giscard d'Estaing, monsieur Bonnet, Christian Bonnet, qui disait quelque chose de très fondé, à mon avis. Il disait « Il n'y a crise d'obéissance qu'après qu'il y ait eu crise d'autorité ». C'est-à-dire, ne nous penchons pas trop en un discours un peu pleurnichard sur en fait, on n'obéit plus, parce qu'il dit en fait, voilà, s'il y a crise d'obéissance, c'est qu'il y a en amont une crise d'autorité. Et on voit bien que sur ces 3 terrains, la légitimité, le pouvoir, le consentement, on voit bien que sur ces 3 terrains, il y a des remises en cause. Il y a des remises en cause qui sont nombreuses. La légitimité, elle est sans cesse et peut-être de plus en plus contestée. Le spécialiste de la contestation, c'est devenu Jean-Luc Mélenchon. Il y a une élection, dès l'élection, il dit au fond, celle ou celui qui a été élu, il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime, c'est un autre qui est légitime, c'est essentiellement moi, Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est que quand on regarde attentivement, ce discours, il le tient après la présidentielle de 2022, il fait un procès en illégitimité au président actuel, qui a eu tout de même 58,5% des suffrages exprimés au second tour. Mais lui, il part du constat qu'aux inscrits, en effet, mais ce n'est pas une nouveauté, ça fait 38% des inscrits. Le problème, c'est que si on regarde le score de M. Mélenchon, c'est 15% des inscrits. Donc on a vraiment l'impression que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc une légitimité contestée, et ça a recommencé sur le gouvernement Barnier, ce procès en illégitimité. Et là aussi, on pourrait en discuter, parce que on dit voilà, l'argumentaire de Mélenchon, c'est illégitime, on aurait dû prendre le nouveau Front populaire. Vous regardez ce que j'ai fait, le premier tour des législatives de 2024, si on prend ceux qui ont fait le plus grand score, on devrait avoir un gouvernement RN-Ciotti. C'est eux qui ont rassemblé le plus de Français. Et nettement, nettement, le NFP, c'est 28% des suffrages, c'est environ 34 pour le RN et l'alliance avec Ciotti. Donc vous voyez, il faut toujours un peu, voilà, il faut aller voir les chiffres. Et l'alliance Ensemble républicain, ça fait à peu près le poids du NFP. Donc il y a pas mal de postures dans ces critiques ou dans ces remises en cause, en effet, régulières de la légitimité. Le pouvoir, lui, il est sans cesse brocardé. J'avais été frappé quand j'étais
un des garants du grand débat national, ça devait être à Saint-Dizier. On avait été à la rencontre des Gilets jaunes, et il y avait une salle de Gilets jaunes très, très actifs, très engagés, et il y avait une immense banderole, et on était condamnés à parler devant cette banderole, sur laquelle c'était écrit « Balance ton porc, balance ton président ». Hein, balance ton porc, balance ton président. Voilà. Bon. En effet, on voyait l'intérêt que portait la population des Gilets jaunes à la figure présidentielle, qui était véritablement vilipendée. Moi, ça me frappait dans ce mouvement des Gilets jaunes. Hein. Il y avait une espèce de mépris hostile pour la figure du pouvoir présidentiel qui était énorme. Et l'obéissance, enfin, troisième élément, elle est souvent considérée par certains comme étant une servitude. Je vois, quand je parle à certains de mes collègues de sciences politiques, ils considèrent que l'obéissance, au fond, quelque part, c'est toujours de la servitude. Hein, ils me citent souvent, vous savez, cet homme qui a été un politologue assez connu, d'ailleurs, aux États-Unis, Howard Zinn, Z-I-2-N, qui est le théoricien de la désobéissance civile, qui était prof à Boston University, je crois, et qui disait, voilà, le problème, c'est pas la désobéissance civile, c'est l'obéissance civile. C'est ça, le problème, c'est ce contre quoi il faut se mobiliser. Donc, on va s'efforcer, dans l'heure qui vient, avant de discuter avec vous et de répondre à vos interrogations, je vous propose de décliner cette question en 4 temps. D'abord, faire un peu le clair, comme on l'avait fait au début des entretiens, un peu le clair sur les notions. Parce que moi, je suis frappé très souvent, quand j'entends autorité, parfois c'est autoritarisme. Non, ça n'a strictement rien à voir, d'une certaine manière. Donc, essayer de quoi s'agit-il ? En particulier quand on parle d'autorité politique. Autorité, autoritarisme, puissance, légitimité, pouvoir. Vous voyez, essayez, je vous demanderai à chacun de faire un peu le clair. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'autorité ? Et comment vous la définissez dans ce halo sémantique que je viens de décrire. Deuxième question, s'il y a une perte d'autorité politique, quels en sont les symptômes ? Et quels en sont les facteurs, selon vous, hein? Quels en sont les symptômes ? On voit bien, l'autorité, c'est une relation. C'est Pranchère qui nous disait ça aussi. L'autorité, c'est une relation, mais on voit bien que dans la relation, ça s'est énormément dégradé. Hein ? Et que la relation politique, aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes, les comportements, les attitudes des Français, la relation politique, je regardais, je ne sais pas quand, là, tout à l'heure, la salle riait, quand on s'en prend à un député, allez, hop, tout le monde rigole, quoi. Hein ? C'est bon de s'en prendre à un député, quoi, hein. Voilà, hein, on se soulage bien, quoi, hein. Donc la relation, elle est dégradée. Je ne dis pas que les députés n'y sont pour rien, mais dans la relation que vous avez avec les autorités politiques, que l'on a avec les politiques, ça s'est incroyablement dégradé. Quels sont les symptômes et quels sont les facteurs tout de même de cette érosion extrêmement profonde de l'autorité politique ? Troisième question, quels sont les effets de la perte d'autorité sur le système politique ? On voit bien, on est obsédé depuis le début des entretiens par l'élection de Trump. Ça revient, quel que soit le sujet. Hein ? Trump est dans nos têtes. Ce n'est pas simplement les Américains qui l'habitent, mais alors ils nous habitent de manière forte. Hein. Moi, je suis là, j'écoute, mais c'est frappant, quoi. Trump is everywhere. Hein ? Et la question qu'on peut se poser, c'est, au fond, est-ce que la perte d'autorité n'est pas la porte d'entrée de l'autoritarisme, de ces nouveaux autoritarismes dont on parlait tout à l'heure. Hein ? À partir du moment où il y a une perte d'autorité, voilà, il y a un boulevard peut-être, hein, pour les autoritarismes. Et en partie conclusive, afin de redonner de l'espoir, comme tout le monde le fait lorsqu'il s'agit d'aborder la chute finale, comment sortir ? Quelles sont les voies que vous pourriez dessiner pour sortir de cette période d'érosion préoccupante, à mon avis, de l'autorité politique, et comment retrouver une nouvelle forme d'autorité, parce qu'il ne s'agit pas d'inventer demain avec hier,
d'inventer une nouvelle forme d'autorité et de leadership. Voilà notre travail. Bien, alors on va commencer d'abord par un peu d'éclaircissement des notions avec Myriam Revaud-Dallon et ensuite notre ami Alexandre. À toi, Myriam. Merci beaucoup, Pascal, de m'avoir confié cette tâche absolument impossible qui consiste à essayer d'éclaircir l'un des concepts les plus énigmatiques de la pensée politique. Et d'ailleurs de la pensée de la philosophie politique en général, à tel point que, au fond, il est très courant et tout à fait justifié de parler de mystère de l'autorité. On parle du mystère de l'autorité, on parle de l'énigme de l'autorité. Je crois que c'est le grand historien allemand Mommsen qui parlait du mystère de l'autorité. Bon. Alors d'abord, je crois qu'il faut effectivement essayer de dissiper un certain nombre de confusions au sujet de cette notion dont Hannah Arendt aussi, qui a écrit un très grand texte qui s'appelle « Qu'est-ce que l'autorité ?», qui est très souvent cité. Hannah Arendt disait « c'est une notion impalpable ». Comme l'atteste effectivement la confusion très fréquente du pouvoir et de l'autorité qui se manifeste par exemple dans les discours récurrents qui visent à réhabiliter ou à restaurer l'autorité, mais entendue comme synonyme d'obéissance à la loi ou à l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas obéir, mais ça veut dire que le problème de l'autorité n'est pas exactement là. Alors que précisément, l'autorité exclut le recours à la force, elle exclut le recours à des moyens extérieurs de contrainte. Et si on doit y avoir recours, quand on dit on va restaurer ou réhabiliter l'autorité, eh bien ça veut dire que l'autorité a échoué. Et donc il faut être très clair sur le fait que l'autorité, ce n'est pas tout ce qui fait obéir les gens. Bon. Et que l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme, que l'autorité, ce n'est pas synonyme d'autoritaire, et que autoritarisme, ou je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pascal, autoritaire est le signe, si, au moins, d'une dégradation de l'autorité. Alors, l'autorité, ce n'est pas le pouvoir, et ce qui est très intéressant, c'est que les analyses de l'autorité, elles sont très fréquentes chez les juristes, chez les historiens, chez les sociologues, moins chez les philosophes. Mais elle est très souvent abordée comme si elle était un attribut du pouvoir, un prédicat du pouvoir, comme si cet attribut pouvait accompagner le pouvoir ou bien, au contraire, lui faire défaut. Et quand l'autorité fait défaut au pouvoir, on parle de crise de l'autorité ou de déficit de légitimité du pouvoir. Alors moi, je crois que ce qui se joue aujourd'hui, et pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut faire de façon beaucoup plus rigoureuse la distinction entre l'autorité et le pouvoir et se demander si l'autorité, ce n'est pas autre chose qu'un supplément qui infléchit la nature de la domination. Quand vous regardez le dictionnaire, vous constatez que la confusion, elle est induite dès le langage ordinaire. Je prends la définition du Robert. Qu'est-ce que je lis ? L'autorité est le droit de commander, effectivement, le pouvoir, entre parenthèses, reconnu ou non, d'imposer l'obéissance. Alors d'abord, on remarque immédiatement la confusion ou l'amalgame entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité, dit le dictionnaire, est une sorte de pouvoir, d'autant plus qu'elle repose effectivement sur une dissymétrie qui est une dissymétrie caractéristique entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Et quant à l'élément de la reconnaissance, il est présent entre parenthèses, mais il n'apparaît ni comme fondateur, ni comme essentiel, puisque le Robert dit le pouvoir d'entraîner l'obéissance
peut être reconnu ou non. Et alors à ce moment-là, on se demande qu'est-ce qui distingue l'autorité des autres pouvoirs d'imposition? Qu'est-ce qui la différencie de la contrainte ou de la force? Il y a une dissymétrie dans la relation d'autorité, mais cette dissymétrie, elle n'est pas de type hiérarchique. Elle ne s'exerce pas, dans le sens d'une verticalité entre celui qui commande et celui qui obéit. C'est-à-dire que ce qui singularise la relation d'autorité, c'est un mode de réciprocité, Brancher disait une relation, inhérent à la dimension de la reconnaissance. Ou si je peux le dire autrement, et c'est là que vit l'énigme de l'autorité, c'est une relation qui implique une supériorité irréductible à la domination. Et les Romains le savaient très bien, puisque c'est eux qui ont inventé ce concept d'auctoritas. La potestas, ce n'est pas la auctoritas, et il y a cette formule absolument canonique, potestas in populo, auctoritas in senatu. Le pouvoir est dans le peuple, l'autorité est dans le Sénat. Donc, la difficulté, au fond, c'est ça qui la rend impalpable de l'autorité, c'est qu'elle se distingue aussi bien de la contrainte par force que de la pure et simple persuasion. Elle exclut aussi bien l'usage des moyens de coercition, l'autorité n'est pas autoritaire, mais elle ne procède pas non plus de la persuasion par argument. Je veux dire, je discute avec quelqu'un, nous sommes dans une discussion, nous essayons de le convaincre du bien fondé de nos arguments, nous arrivons à tomber d'accord ou pas, mais c'est une discussion qui vise à persuader celui avec lequel on débat, et cette persuasion par argument, elle présuppose fondamentalement une relation entre égaux. Or, ce qui est très problématique dans la relation d'autorité, c'est qu'elle ne repose ni sur le pouvoir imposé de celui qui commande, ni sur une relation entre égaux, ni sur ce qu'on pourrait appeler une raison commune, un échange d'arguments qui aboutit à la persuasion. Et ce qui est très difficile, c'est qu'il s'agit d'une relation dissymétrique, mais cette dissymétrie n'est pas une hiérarchie. Je dirais un rapport entre celui, non pas un rapport entre celui qui commande et celui qui obéit, mais plutôt une relation dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, mais où, d'une certaine façon, les deux termes ont d'avance leur place fixée. Et on reviendra sur cette question du sacré ou de la transcendance. C'est-à-dire que le fondement ultime de l'autorité ne repose pas sur un acte de soumission et d'abdication de la raison, mais sur un acte d'acceptation et de reconnaissance. Et je dirais que, de ce point de vue-là, la différence fondamentale entre la distinction conceptuelle fondamentale entre le pouvoir et l'autorité, c'est que l'autorité n'a pas de relation directe avec l'obéissance et qu'elle repose sur la reconnaissance. Est-ce que je peux encore continuer 2 minutes? Mais alors c'est là où les choses deviennent très compliquées, encore plus compliquées. Hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît paradoxalement la prééminence de celui qui exerce l'autorité, mais ça n'est pas une supériorité hiérarchique. Hein, ça n'est pas la supériorité de quelqu'un ou même d'une instance à laquelle on obéit. On reconnaît une légitimité. Mais ce qui est très compliqué, c'est que si je prends la notion de reconnaissance, ce n'est pas simple du tout. Parce que toute reconnaissance peut être en même temps être comprise comme une méconnaissance. La reconnaissance, elle n'intègre pas seulement je reconnais une autorité,
Mais la reconnaissance, elle n'intègre pas seulement des composantes rationnelles, elle intègre aussi des composantes subjectives, des composantes affectives. Donc le crédit qu'on accorde à l'autorité, puisqu'on parle de crédit, plutôt que de perte de l'autorité, moi j'aurais tendance à parler de discrédit. Mais bon, mais le crédit qu'on accorde à l'autorité, que cette autorité soit énonciative, parce que le problème se pose à tous les niveaux et pas simplement au niveau de l'autorité politique, c'est-à-dire l'autorité du discours, l'autorité de la connaissance, ou qu'elle soit institutionnelle, politique, est liée aussi à des composantes affectives. L'ascendant que peut exercer celui qui exerce l'autorité, l'emprise. Et la reconnaissance, ça peut être aussi une reconnaissance extorquée, parfois extrêmement difficile à distinguer de ce qu'on appelle la servitude volontaire, hein, comme disait la Boétie. Et là, on retrouve effectivement les éléments du chef populiste, les éléments au fond de l'emprise qu'exerce le chef populiste, qui est reconnu par ceux qui valident de leur point de vue son autorité. Donc, et la prétention à la légitimité, elle demande aussi à être validée. De quoi s'autorise celui qui prétend à l'autorité? C'est toute la question du consentement qui est posée. Donc, une phrase pour terminer. Ce noyau de l'autorité, cette relation dissymétrique mais non hiérarchique, recèle quelque chose de très énigmatique, de telle sorte qu'il est beaucoup plus difficile, par exemple, de dire ce que n'est pas l'autorité, de procéder à des distinctions conceptuelles, de marquer sa distinction avec le pouvoir, avec la contrainte, la force, la puissance. Et ça ne répond pas simplement à une impuissance de la définition, ça correspond à un problème réel. Ça correspond au problème réel concret que nous allons aborder. Merci beaucoup, Myriam. On y voit, c'est complexe, mais on y voit plus clair. Hein? On y voit plus clair parce que, bon, il y a cette notion, je crois, qui est très forte de dissymétrie non hiérarchique. Hein, c'est essentiel. Mais cette dissymétrie non hiérarchique, elle est, comme tu dis, c'est une énigme, quoi. Hein? C'est en effet... On est baba quand on dit devant quelqu'un, par exemple, je sais pas, parce qu'on l'a écouté, on le trouve brillant, ou voilà, où il dit un mot et on exécute. Quelle autorité! Ah, quelle autorité! Ben oui, mais de quoi s'agit-il vraiment, hein? Et ça mêle de la raison, de l'affect. Enfin, c'est très complexe, mais ça existe, quoi. C'est là, hein? C'est là. Alors, cher Alexandre, dans quelle mesure, quel est ton regard là-dessus, et dans quelle mesure partages-tu, prolonges-tu, retravailles-tu cette notion, cette double dimension d'une énigme et d'une absence de hiérarchie, mais d'une dissymétrie, qui me ferait dire, moi, on y reviendra tout à l'heure, au fond, que peut-être les pouvoirs autoritaires, ce qu'on appelle les autoritarismes dans la science politique, n'ont pas d'autorité, je crois. On pourrait presque dire, voilà, les autoritarismes n'ont pas d'autorité. C'est pour ça qu'ils ont recours uniquement au pouvoir et à la servitude volontaire ou involontaire, d'ailleurs. Voilà. Oui, bien Pascal, je vais essayer d'engager le débat sur les définitions préalables pour cadrer le problème. Je vais aller dans le même sens, mais dans un lexique un peu dissemblable. Et c'est important de poser des définitions pour arriver à s'entendre sur la nature des choses et ne pas se quereller sur les mots. Parce chacun fait des choix de vocables, croyant qu'on est sur des positions incommensurables, mais finalement, si on discute suffisamment sans polémiquer, on se rend compte qu'on approche l'un par la porte, l'autre par la fenêtre, la même chose. Alors, pour aller dans ce sens, je prendrai un petit peu à rebrousse-poil, même si j'y consens, l'opposition entre pouvoir autoritaire et autorité véritable, pour la réintroduire. Mais pourquoi je vais faire cela? Parce qu'il me semble qu'on peut décrire la nature de l'autorité à partir d'une théorie générale du pouvoir en 3 temps.
ce n'est pas Jean-Yves Franchère qui thématise le pouvoir comme une relation, c'est Max Weber, le grand sociologue au début du XXe siècle, qui dit quelque chose de très simple. Le pouvoir est un phénomène ubiquitaire, il y en a partout, et pas que dans le politique. Il y en a à la maison, il y a entre l'homme et la femme, il y en a au travail, il y en a absolument partout. Bien. Et comment faut-il thématiser le pouvoir comme relation? Eh bien, en se figurant l'idée de deux volontés. Une qui commande ou qui prescrit, et l'autre qui fait suivre des faits non quelconques, le commandement ou la prescription. Hein? Et à partir de là, on peut décrire trois grands types de relations et trois ressorts des relations de pouvoir. Le premier grand type, et là, cette affaire a été explicitée, si ça vous intéresse, par le sociologue que tu évoquais, décédé en 2022, Jean Bechler, dans le grand livre de 1978, que personne ne lit, mais qui est néanmoins un très grand livre, Le pouvoir pur. Eh bien, la première relation de pouvoir, que Bechler appelle le mode puissance du pouvoir, consiste à une volonté A de commander et la volonté B doit obéir, sans quoi des sanctions s'abattront sur B, qui ne suit pas le commandement de A, par les moyens d'une puissance physique asymétrique, qu'elle soit légitimée politiquement ou pas. C'est une première relation de pouvoir. C'est ce qui nous fait opposer le pouvoir et l'autorité. Appelons-la le mode puissance coercitive. Le deuxième mode du pouvoir noue la relation tout autrement. A commande ou prescrit, mais B ne suit pas des faits qui vont dans le sens de A, le commandement, mais consent. Consent par admiration et respect de ce qu'invoque la volonté qui commande lorsqu'elle commande. C'est-à-dire, il n'obéit pas à A. Il n'obéit pas au commandeur. Il obéit à cette part asymétrique supérieure transcendante à la relation, qui fait que là, dans la situation, il faut agir comme ci et comme ça et pas autrement. Et que moi, B, qui reçois la prescription, j'y souscris et j'obtempère. Parce qu'en obtempérant par rapport au principe transcendant la situation, je n'obéis à personne. J'obéis à mon jugement de la valeur intrinsèque de la chose qui nous commande à tous asymétriquement par en haut. Alors cet en haut peut être plus ou moins haut. Il peut être extramondain, sacral, religieux. Ça, c'est une autre affaire. Hein ? Ça relève de l'histoire, des principes de légitimation de l'ordre politique qui a une grande variabilité possible, hein, jusqu'au sécularisme moderne. Appelons ce deuxième mode de relation du pouvoir le mode autorité, véritablement, où, si le mode puissance coercitive engage un rapport d'obéissance contrainte, sous peine de sanction, ça va faire mal. Hein, il va se passer quelque chose si je n'obéis pas. Le mode autorité fonctionne à l'assentiment volontaire. Hein, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de contrainte. Il y a alors quelque chose de compliqué qui va dans le sens de ce que tu appelais énigmatique, Myriam, et je suis d'accord. On ne sait pas si c'est de l'ordre du jugement cognitif ou de l'affectif. Là, j'ai le ver dans le fruit, et il y en a plusieurs de vers dans la pomme, là, hein, on va y revenir. Et alors la troisième relation de pouvoir, c'est une relation beaucoup plus rationalisée. C'est un calcul d'intérêt. Hein. J'obéis à celui qui commande parce que je fais l'hypothèse que dans la position de pouvoir qu'il occupe, verticale dans une organisation, il détient les compétences nécessaires pour faire avancer le schmilblick commun et pousser des intérêts communs du groupe, dans lesquels je pourrais retrouver de manière optimale les conditions de réalisation de mes propres intérêts. Et donc, par calcul, si tu veux, j'obéis. Hein, parce que tu sembles guider le navire là où collectivement il nous sera à tous profitable. Sous peine de reprendre ma délégation de pouvoir. Tous les 4 ans, tous les 5 ans, peu importe, par le moyen de l'élection ou autre chose. Mais alors là, c'est pas du tout la même relation de consentement. C'est ni l'obéissance contrainte, ni l'assentiment respectueux d'un principe de rang supérieur. C'est un calcul d'utilité, diraient les économistes. Le paradoxe de la démocratie, ce sera mon deuxième point, c'est que la démocratie est un gouvernement mixte qui combine les trois modes du pouvoir. Les trois que j'indiquais sont tous coprésents
dans le processus politique démocratique, comme dans tous les régimes. Mais en démocratie, ils sont co-présents de manière assez particulière. Bien évidemment qu'il y ait des occasions où, dans certaines situations, la menace de la répression légitime de la démocratie et pas de l'autocratie est présente. Toutes les fois où il s'agit de restaurer l'autorité de l'État, dit le vocabulaire courant, en fait, il s'agit de restaurer la puissance coercitive asymétrique, s'il le faut, des tricheurs à l'ordre public prescrit par les règles légales et juridiques. Évidemment que le deuxième mode du pouvoir est présent, l'autorité, lorsque je souscris de manière volontaire à un principe supérieur. Même si nous avons un rapport hyper critique et séditieux par rapport aux politiques, au fond de nous, quelque chose comme la Constitution écrite, quelque chose comme les principes supérieurs de la légalité qui font la légitimité et les principes de création du droit, verrouillés par les droits humains constitutionnalisés dans les démocraties modernes, fait autorité plus que les détenteurs actuels de l'autorité. Et même lorsque nous nous opposons absolument aux détenteurs actuels de l'autorité, c'est-à-dire à la pure légalité, au fond de nous, le sachant ou ne le sachant pas, nous souscrivons et vénérons ces principes supérieurs de la légitimité qu'incarnent les principes constitutionnels. Et donc là, il y a de l'autorité. Et le troisième mode du pouvoir, lorsqu'on fait confiance tous les 4 ou 5 ans par la voie de l'élection à des compétents putatifs révocables à terme s'ils ne le sont pas, eh bien c'est le troisième mode du pouvoir, le calcul d'utilité. Nous le faisons constamment. Alors pourquoi j'avance cela? C'est-à-dire, je pense, pour aller absolument dans ton sens, Myriam, sur le mode d'autorité, la dimension asymétrique, l'ambiguïté cognitive, affective, le caractère énigmatique, mais en même temps pour essayer de nous poser la question à tous, dans les phénomènes que nous observons quand nous posons un diagnostic sur le présent, eh bien, quel est le mode du pouvoir qui dysfonctionne, qui est discrédité? Est-ce que c'est le mode puissance coercitive quand il le faut? Est-ce que c'est l'autorité asymétrique qui nous co-institue tous par des principes supérieurs de création de la légalité et du droit? Ou est-ce que c'est l'inefficacité des incompétents aux positions de pouvoir actuelles? Merci. Vous voyez qu'on y voit plus clair. Hein? On y voit plus clair. Alors on va, puisque le temps passe, on va peut-être chanter, parce que c'est très descriptif sur ce qu'on pourrait appeler les symptômes d'une perte d'autorité, pour aborder la question en restant dans l'énigme, qu'on cherche un peu à éclairer, les facteurs de cette érosion de l'autorité politique, les facteurs au fond, de ce que toi t'appelles le principe supérieur, quoi, tu appelais ça tout à l'heure le principe supérieur. Donc, d'abord Myriam, excuse-moi, mais 5 minutes, voilà, 5 minutes, et Alexandre, 5 minutes, voilà. Mais je vais enchaîner sur ce qu'a dit Alexandre, et à la fois reprendre un peu, quand on prend l'étymologie du mot autorité, qui provient du latin auctoritas, l'étymologie est aussi très compliquée et intéressante, parce que dans autorité, qui vient du verbe augere, ça a été dit tout à l'heure par une intervenante, il y a augmentation. Il y a augmentation, mais il y a encore plus. C'est que j'ai regardé, quand j'avais écrit le livre sur l'autorité, les racines, en m'appuyant sur Benveniste, sur le vocabulaire des institutions indo-européennes, les racines indo-européennes du préfixe aug. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? La racine aug désigne quelque chose comme la force divine, c'est-à-dire un pouvoir d'une nature et d'une efficacité tout à fait particulière, qui est le privilège des dieux, et qui n'est donc pas seulement un pouvoir d'augmentation et de confirmation, mais une capacité inaugurale de créer et de produire.
Ce qui nous amène à considérer, sans doute, que l'autorité a une source transcendante. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du sacré, qu'elle a une source transcendante et qu'elle ne s'explicite véritablement qu'à partir de ce sens fort, c'est-à-dire produire quelque chose, faire venir quelque chose à l'existence, le pouvoir des commencements. Alors, pour parler des problèmes à partir de cette source transcendante de l'autorité, je voudrais essayer de revenir trois éléments fondamentaux un peu dans la longue durée, et je laisserai Alexandre parler plutôt des problèmes actuels. Le premier problème, c'est que ce qu'on appelle la crise de l'autorité, elle est corrélative de l'instauration de la modernité. Quand vous regardez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'article autorité, il y a cette phrase absolument extraordinaire: peu importe que d'autres aient pensé comme ceci ou comme cela avant nous, pourvu que nous pensions par nous-mêmes et de façon juste. Bon, c'est quand même tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que la modernité, elle se pose comme un mouvement d'émancipation critique par rapport à toutes les autorités établies. C'est-à-dire l'autorité intellectuelle, l'autorité dogmatique, ça a été le mouvement des Lumières, de la religion, et le pouvoir despotique. Ce qui veut dire que c'est la modernité elle-même, dans ce projet d'émancipation critique, qui met l'autorité en crise, qui met la source transcendante de l'autorité en crise. Ce qui veut dire qu'au fond, la modernité elle-même est en principe un concept de crise et qu'elle met en permanence la notion d'autorité en crise. Ça, c'est structurel. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait rien, ça ne veut pas dire que c'est désespérant, mais ça veut dire qu'il faut travailler avec ce fondement. Deuxièmement, et là, j'indique simplement la chose, que devient le concept même d'autorité avec ce que j'appellerais la mise en sens démocratique du monde. Tout à l'heure, j'ai parlé de relations dissymétriques ou de dissymétrie non hiérarchique. Mais la dynamique de la démocratie, telle que l'avait décrite par exemple Tocqueville, c'est la dynamique de l'égalité imaginaire. Et cette dynamique de l'égalité imaginaire, c'est-à-dire à la fois c'est un processus qui est fondé sur l'émancipation critique, pensée par soi-même, mais en même temps, il y a une autre source de l'autorité qui s'impose et qui est l'alignement sur l'opinion commune et la difficulté dans une société travaillée par la dynamique de l'égalité imaginaire d'accepter la supériorité. Pas simplement la question de l'obéissance au pouvoir, mais la question de l'autorité. Autorité énonciative, autorité intellectuelle. Enfin, c'est pas un problème. En mai 68, les étudiants étaient venus questionner Paul Ricoeur, qui faisait un cours dans son amphi, en lui disant « D'où tu parles ?» D'où tu parles, d'où tu tiens son autorité. Et Ricoeur avait répondu « Je suis là parce que j'ai lu plus de livres que vous. » Voilà. Donc, d'une certaine façon, là, il y a aussi quelque chose de l'augmentation. Et la troisième difficulté, structurelle, elle aussi, que devient l'autorité dans une situation où nous avons perdu non seulement l'autorité de la tradition, l'autorité du passé, c'était déjà, au fond, la question de la modernité au XVIIIe, mais nous aussi, où nous avons perdu l'autorité du futur. Et c'est peut-être ça l'élément qui, au fond, pour nous, le plus décisif, c'est-à-dire où, au fond, la crise de l'autorité du futur, qui a pris aujourd'hui un tour totalement paroxystique, parce que nous ne pouvons plus nous augmenter de l'attente d'un avenir possible.
ou que nous ne savons plus comment nous augmenter de l'attente d'un avenir possible, ce qu'on décrit très simplement par, ou bien par l'effondrement, ou bien par l'ébranlement de l'idée de progrès. Voilà. Bon. Merci. On voit bien donc là les trois tendances de long terme de cette érosion de l'autorité qui est quasi structurelle, la modernité démocratique, la dynamique de ce que tu appelles l'égalité imaginaire, qui au fond est allergique même à toute forme, je dirais pas d'inégalité, mais dissymétrie. C'est la dissymétrie même qui est remise en cause. Et troisième dimension qui me fait penser beaucoup à ce que Pierre-André Taguieff appelle le présentisme, quoi, hein. Plus d'autorité du passé, plus d'autorité de l'avenir, tout est dans le présent. Hein. Bon. Alors, là, on voit bien comment, dans ce paysage structurel, y a-t-il des facteurs davantage conjoncturels, hein, qui sont des facteurs de moins long terme que ces tendances très lourdes, hein, qui, de manière quasi inéluctable, hein, créent une érosion de l'autorité. Oui, mais bon... Laisse-moi quand même avancer un argument de long terme, parce que... Oui, pour la sociologie historique. Ben oui, parce que... Je t'enlève ton boulot, là. Je laisse, les choses viennent de loin, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions structurelles de long terme qui se rejouent en permanence et qui sont ineffaçables et insolubles. Et dans la continuité de ce que disait Myriam, la rupture de logique du régime, entre l'ancien régime des monarchies sacrées, hein, où le pouvoir s'origine dans l'extramondain. Hein, il n'est pas de ce monde, ce pouvoir, et les formules sont célèbres. Prenez par exemple le phénomène des rois thaumaturges médiéval, le grand livre de Marc Bloch de 1924, hein, avec la formule consacrée quand le roi appose les mains sur des écrouelles des malades. La phrase prononcée est « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Alors là, on est devant un phénomène de ruissellement de sacralité, où vous avez dans la société des positions de pouvoir et des positions de hiérarchie qui sont à la lettre les vicaires de cette transcendance sacrale. Hein. Et le roi lui-même, et derrière le roi, toute la hiérarchie sociale, qui n'est pas la stratification sociale. On a toujours tendance à confondre les deux. La stratification sociale, ce sont les inégales parts d'accès aux richesses cumulables dans les groupes sociaux et les trajectoires intergénérationnelles des familles. La hiérarchie sociale, ce sont les rôles sociaux assumés par les groupes sociaux. C'est pas du tout la même chose. Et derrière la royauté, toute une pyramide suivait de ce ruissellement sacral et faisait qu'en présence des lignes aristocratiques, jusqu'aux notables des débuts de la République en France, hein, souvenons-nous les études de Daniel Halévy sur la fin de la République des notables, hein, tout un tas d'acteurs sociaux et politiques était, l'étruchement d'une culture de la déférence, où on leur prêtait une présomption de vérité, aurait dit Paul Ricoeur, une compétence, une fonction de médiation vis-à-vis de la communauté politique, etc. Tout ceci s'est dissous avec la logique démocratique, puisque les détenteurs de positions de pouvoir ne sont par eux-mêmes crédités d'aucun surcroît de sacralité. Hein. Ils doivent en permanence justifier qu'ils exercent légitimement et efficacement le pouvoir. Et donc cette contrainte accrue de justification de pourquoi certains détiennent le pouvoir et pas d'autres, parmi une société d'égaux et de semblables, démocratique, ça, c'est vraiment inscrit dans la rupture moderne du régime démocratique. Et je dirais, c'est la bonne nouvelle dans le problème de l'autorité. C'est une très bonne chose, cette fin de la culture de la déférence et cette exigence accrue en termes de justification, hein, de qui m'a fait déléguer politique. La difficulté, c'est que c'est un problème. C'est un problème qui peut aller jusqu'à l'ingouvernabilité des démocraties. Hein. La deuxième chose que je dirais d'un peu moins long terme, c'est que
la démocratie connaît des cycles. Tout le moment de la fondation du régime, en termes d'économie des affects, en termes d'espérance, et donc en termes de crédit, d'autorité fait aux détenteurs des positions de pouvoir, n'est pas du tout dans la même situation qu'une démocratie qui est déjà ancienne et qui doit gérer les problèmes courants. On n'est plus dans l'enthousiasme de l'autofondation politique. Et donc, les gouvernements ont à prendre en charge des affects qui sont d'une toute autre nature. Il ne s'agit plus de planter des arbres de la liberté. Il y a une autre situation qui n'est plus donnée dans la routinisation du régime, c'est la situation où on a sauvé, non pas le régime, mais le pays lui-même, qui est la position d'un général de Gaulle et tout le charisme historique dont il s'est prévalu, dont notre époque est nostalgique. Mais elle est nostalgique à tort, puisqu'elle est nostalgique d'un charisme qui provient d'un sauvetage de la communauté politique. Alors, ça, c'est un deuxième élément. C'est-à-dire, dans quel cycle historique se pose le problème de l'autorité? Est-ce que c'est un cycle historique de fondation du régime, de sauvetage du pays en tant que pays, en raison de la guerre, ou est-ce que c'est un cycle de gestion des problèmes courants qui s'accumulent et qui sont de plus en plus mal gérés et produisent la défection de nos sociétaires? Donc c'est le deuxième exemple d'un peu moins long terme que je voulais indiquer. Après, alors on peut avoir toute une liste à l'après-vert des facteurs, parce que malheureusement il y en a beaucoup, et tu m'arrêtes Pascal, mais j'ai droit, alors il va falloir que je choisisse. Alors le plus difficile, c'est tout simplement la crise d'efficacité. Voilà. Dans un monde où de plus en plus de phénomènes sont transnationalisés, l'économie, mais pas simplement l'économie, les répertoires culturels, les registres de valeurs, les réaffiliations sociales des individus via des réseaux qui ne sont plus territorialisés, qui sont même plus dans les premiers cercles de socialisation primaire des familles, du voisinage, mais passent par les réseaux numériques qui créent des communautés d'identification qui n'ont jamais existé par le présent en raison des infrastructures d'interconnexion numérique de nos sociétés. Eh bien, tous ces phénomènes de transnationalisation mettent le politique dans un état, d'incapacité à réguler ce qui va mal dans cette interconnexion. Parce que l'interconnexion permet le meilleur et le pire. C'est qu'elle permet de saisir des chances d'existence, des opportunités de vivre autrement, qui nous profitent à tous, mais elle profite aussi à tous les tricheurs pour passer à travers les mailles du filet, à commencer par les mafias, et la manière dont elles gangrènent les territoires, qu'elles gangrènent même les registres de valeurs de notre jeunesse, qui parfois ne veut plus travailler parce que l'argent facile, parce que ceci, ça. Le politique est mis en situation perpétuelle d'échec, et cela produit une situation d'anomie politique, aurait dit Durkheim. Et ceci est très difficile à reprendre en main, d'où les discours du take back control. Vous vous rappelez les Brexiteurs, Farage, Nigel Farage en Angleterre, ont fait toute leur campagne sur, la fiction relative d'une possible reprise du pouvoir de régulation efficace par les institutions publiques de tout ce qui déborde l'intégration politique territorialisée. En t'écoutant sur ce thème, sur ce facteur important qu'est la crise d'efficacité, liée largement au phénomène de globalisation, quand on regarde d'un point de vue plus politologique, en France, le moment de la déliaison entre les représentés et le monde de la représentation politique, c'est les années 80. C'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui arrive en effet avec à la fois une notion du futur extrêmement forte, sur lequel François Mitterrand d'ailleurs a gagné l'élection présidentielle de 81, et l'échec, l'échec des politiques publiques mises en place. Et la chute du mur de Berlin aussi. Oui, mais ça vient plus tard. Là, on est 81, 83. On est 80, 83, mais après, bien sûr, la chute du mur de Berlin. Et c'est là où on le voit, nous, dans toutes nos enquêtes, la crise de la représentation commence. Elle n'a cessé de s'accentuer depuis, parce que quelque part, la gauche est inefficace par rapport à ses promesses, au registre de promesses
dont elle était porteuse, elle est inefficace. Après, la droite sera inefficace, mais comme elle a moins promis, c'est peut-être plus facile à gérer. Voilà. Et maintenant, c'est le ni gauche ni droite, ou est le et de gauche et de droite qui est rentré en crise. Hein, donc voilà. Donc qu'est-ce qui reste? On ne va pas avoir la vision catastrophiste, un Trump à la française, etc. C'est pour ça que, comme il ne nous reste plus que 5 minutes, on va passer directement à la dernière question. Comment sortir de cette période de troubles, tout de même extrêmement profond, de l'autorité politique, et retrouver, on voit bien qu'il ne s'agit pas de rentrer dans l'avenir à reculons, hein, mais de retrouver une nouvelle forme d'autorité, et laquelle, si on avait à la cerner, ou une nouvelle forme de leadership, et lequel? Allez, au travail. Alors, bon, je suis extrêmement perplexe, hein, mais quand même, il y a quelque chose que je voulais dire par rapport, au fond, à la question que tu voulais poser sur les populismes, parce que tu as dit un petit peu dans l'introduction, c'est-à-dire qu'en fait, le discrédit actuel, il touche les institutions. Il touche fondamentalement les institutions. Tu as parlé de la représentation, mais pas seulement. Toutes les institutions. Et ça n'empêche absolument pas que ce discrédit comment dire, à l'égard des institutions s'accompagne paradoxalement d'une espèce de captation par le chef autoritaire. C'est-à-dire que c'est très important, c'est là où on retrouve l'ambiguïté de la reconnaissance, c'est-à-dire que les composantes affectives très fortes, elles jouent à la fois dans le discrédit des institutions, qui sont perçues d'ailleurs comme une espèce d'abstraction, une abstraction étrangère à ce que les gens veulent, vivent, font, sentent, etc. Et d'où l'espèce de tendance comment dire, à la captation affective du pouvoir du chef. Et moi, je me souviens de ce que disait Max Weber à propos de la domination charismatique et de la communauté émotionnelle qu'elle impliquait. Bon, il parlait au début du XXe siècle, mais quand même, il était très attentif au fait que il y avait comment dire, que l'identification au chef, c'est aussi une espèce de tentative pour rompre avec une modernité désenchantée. C'est-à-dire pour rompre avec parce que ce discrédit des institutions accompagne le mot de désenchantement est presque trop faible. Et donc, plutôt que alors, une minute, je ne pense pas que les appels à restaurer ou à rétablir l'autorité soient d'une efficacité quelconque. Je pense qu'ils ne veulent pas dire grand-chose. Je poserais la question autrement, comment restaurer le consentement citoyen ? C'est-à-dire de l'autre côté. C'est-à-dire dans la mesure où un pouvoir démocratique tire sa légitimité du consentement des citoyens, les individus s'obligent au regard de ce consentement qu'ils lui ont accordé et qui les lie. C'est ce que l'élection des gouvernants est censée incarner, mais pas seulement. Hein, il n'y a pas que l'élection qui témoigne du consentement citoyen. Donc, je pense que ce sur quoi il faudrait travailler, c'est sur le fait de retrouver une espèce d'obligation réciproque entre le pouvoir et les citoyens, c'est-à-dire reconnaître que la vie en société ou l'autorité politique ou l'exercice de l'autorité politique et la reconnaissance de l'autorité politique, elle existe quelque chose comme un endettement mutuel, la reconnaissance d'une dette. Et au fond, on retrouve peut-être la grande idée de l'État comme dette de sens. D'accord. Alors, Alexandre Escudier, sur ce thème, en effet, d'une nouvelle autorité politique qui est difficile à penser, parce que toi, tu te passes plutôt du côté
en effet purement du consentement des citoyens, avec ce risque, moi, en vous écoutant et en pensant toujours à Trump et à d'autres, quand on ne veut pas, parce que ce n'est plus possible, ressusciter une autorité d'antan, et qu'on tarde à inventer une nouvelle forme d'autorité, la voie est ouverte pour les clowns tristes. La voie est ouverte pour l'autorité, c'est Jean-Yves Pranchère qui appelait ça jeudi soir l'autorité parodique. Il dit qu'est-ce que c'est en effet que Trump? C'est l'autorité parodique. Il surjoue l'autorité, il surjoue la puissance. Il est là presque, il est transformé, il fallait voir. Aux États-Unis, quand il a eu son attentat et qu'il en revient, tout d'un coup tombe sur lui et il fait tomber sur lui des attributs qui sont de l'ordre de la divinité. Faut voir, il y a des chansons de chanteurs dans la mouvance trumpiste qui sont incroyables là-dessus, insensées. Donc, on vit tout de même dans une période assez dangereuse, où l'autorité parodique, quand on voit aussi Poutine, enfin c'est hallucinant par moments, ou Miel en Argentine, ou voilà, je veux dire, c'est tout de même des gens qui sont à la tête de pays qui sont assez importants, assez essentiels, et on verra, nous, si on arrive à éviter ce stade de l'autorité parodique. Alexandre. Oui, mais vous l'avez dit tous les deux, c'est-à-dire que le ver dans le fruit que j'évoquais au début, c'est que le charisme de la raison politique et des institutions dégénère en charisme purement personnel via tel ou tel clown. Et le danger de ces clowns, c'est qu'en général, ils sont bardés dans les coulisses de petites armadas d'idéologues qui font beaucoup de dégâts sur les politiques sectorielles. Alors on verra si le clown n'est qu'un clown, ou s'il mobilise des moyens considérables pour séparer les familles, expulser, créer peut-être re-réguler des choses dysfonctionnelles, parce que les tricheurs existent toujours, mais créer des drames humains par ailleurs. Donc ça, il faudra l'observer. Par rapport à ce que tu disais, parce que c'est la question léniniste du que faire, mais sur le mode de la démocratie libérale, alors c'est très difficile. Moi, j'ai ma liste là sur la table du Père Noël, si vous voulez, mais je crois que d'abord, et tu l'as dit, il faut être vertueux en termes de prudence. Tout ce qui est poussé dans chaque secteur de la société à un point de déséquilibre tel, de sous-régulation, que cela peut produire l'idéologisation du problème jusqu'à porter au pouvoir des gens brandissant des solutions qui feront plus de malheur que n'apporteront de solutions. À chaque fois que nous n'avons pas réglé ces problèmes suffisamment tôt, nous avons été coupables par imprudence. Ça porte sur des questions d'efficacité. À chaque fois, le général Delors le disait tout à l'heure, lorsque Mafia DZ dessoude des points concurrents de deal, non seulement à Marseille, mais maintenant à Grenoble, à Poitiers, je ne sais où, en chaque point du territoire, eh bien, nous sommes imprudents de ne pas opposer en face le mode coercitif puissance du pouvoir de manière autrement plus brutale que cette mafia ne peut en produire elle-même. Point. Et si nous ne le faisons pas, nous ne nous étonnons pas de produire des clowns idéologisés dans quelque temps. Le deuxième... Oui, mais bon, il y a des leviers d'action possibles. Je ne dis pas que c'est facile techniquement, parce qu'après, il faut laisser aux gens compétents, il y en avait tout à l'heure dans les panels, nous dire en quoi il est extrêmement difficile dans un état de droit d'agir efficacement sur ces questions. Parce que les loustiques parmi les tricheurs ont très bien compris que l'état de droit, laissait du temps pour protéger les individus contre un pouvoir coercitif, certes légitime, mais trop fort, et ils utilisent ce temps. Le deuxième point, c'est que la démocratie libérale a oublié que la contrepartie des lois, et c'est lié, ce sont les sanctions, mais les sanctions très fortes, que vis-à-vis des scandales d'en haut, des scandales d'en bas.
Hein, et je crois que et des flux mafieux. Et je crois que ça, c'est un point très important. Moi, je me rappelle de l'affaire Cahuzac en 2013. C'est délétère pour la question de l'autorité. Hein, comment on peut dire droit dans les yeux en plein Parlement, je n'ai pas de compte en Suisse. Hein, eh bien, il vous faut, je ne sais pas, il vous faut 15 ans de persuasion politique et d'exemplarité retrouvée pour restaurer ce qui a été endommagé par cette non-exemplarité du personnel politique. C'est un deuxième point. Le troisième point, c'est la perversité du marché électoral. La logique démocratique fait que les candidats aux élections monnaient des votes qui leur sont favorables contre des avantages particuliers qui s'assoient pour partie sur les intérêts communs en servant ou en ne prenant part au brosse-poil des intérêts groupaux, des intérêts sociaux corporatistes. Le résultat, c'est 3 000 milliards de dettes. Hein, donc on peut continuer comme ça. Et pourquoi? Parce que le rapport éthique aux politiques, la démocratie libérale moderne a eu tendance, contrairement à d'autres traditions aristotéliciennes, à l'effacer. Hein, et a fait des électeurs, des ayants droit, des clients, au sens clientéliste, qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de pouvoir d'achat, vous aurez remarqué comme moi, hein, qui est le rapport déséthicisé maximal aux politiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème matériel, je dis que simplement quand le discours public est descendu à ce point aussi bas d'étiage, il y a un problème quant au ressort éthique du rapport de nos sociétaires aux politiques. Et ça, toute la classe politique y a consenti. Hein, et donc, il serait temps d'inverser le mouvement. Et dernier point, j'en aurais fini, je me demande si on n'est pas arrivé dans un régime d'affect, à la fois d'angoisse, d'hypercritique, de désertion des institutions, qui ne nous oblige pas à penser des institutions qui ne serait pas le tribunat romain. Vous vous rappelez le tribunal de la PEP qui a un droit de veto pour s'opposer, etc., et faire valoir ses droits contre le patriciat du Sénat. Mais quelque chose comme une chambre de la République où il faut réfléchir, mais par une part, un tiers de tirage au sort, un tiers d'experts, un tiers d'élus, on aurait la possibilité de donner au grand nombre un pouvoir non pas de décision, de législation, mais de mise à l'agenda d'un certain nombre de questions pour induire quoi? Que ce qu'elle déserte, cette population, le grand nombre, elle se le réapproprie comme si elle avait quand même un petit peu la maîtrise de soi par la maîtrise relative de l'agenda des politiques publiques. Et ça, je pense qu'il faudra y réfléchir sérieusement à une forme de néo-tribunat. Merci beaucoup à tous les deux. On va vous passer tout de suite la parole pendant 10 minutes. En t'écoutant... En t'écoutant, on déplorait tout à l'heure dans la table ronde précédente que les politiques n'écoutent jamais ceux qui sont invités aux entretiens d'Auxerre. Bon, là, peut-être que le gouvernement t'a entendu. Je regardais tout à l'heure que le gouvernement actuel, dirigé par Michel Barnier, avait décidé, ce qui moi-même m'étonne parce que j'ai participé beaucoup au processus, de réouvrir les cahiers de doléances, d'ouvrir les cahiers de doléances pour la première fois, afin de voir si dans ces cahiers de doléances, il n'y avait pas un agenda à poser, parce que tout de même, les cahiers de doléances, c'est 2 millions de Français qui participent à cette affaire, et c'est assez intéressant que ce soit le gouvernement Barnier qui fasse ça, alors que tous les autres gouvernements auparavant, ou les forces d'opposition, qui auraient très bien pu s'emparer de tout ça, ont complètement négligé cette affaire. Donc, comme quoi... le premier mouvement est peut-être le bon. La parole est à vous, si vous pouvez allumer pour qu'on y voit quelque chose. Merci. Alors, on va prendre, 4 questions et vous répondez rapidement. Alors, il va y en avoir. Vous êtes épuisé, vous avez posé tellement de questions depuis hier. On n'en peut plus. Pas de questions?
Bon. Eh bien, écoutez, on va se séparer et on va en venir à peut-être la solution, par le dernier moment que nous allons passer avec Pascal Diby. Et si on refusait tout ça, quoi. Et si on refusait l'autorité? Donc on va pouvoir rêver un moment à une alternative radicale, celle de refuser tout cela. Voilà. Merci.